Que se passe-t-il si l'on frappe une montre suisse avec une masse de 50 kilos? Les Allemands en étaient convaincus. Leur tigre était invulnérable. Les obus soviétiques se désintégraient simplement contre leur acier Krupp, provoquant des crises de nerfs chez les artilleurs soviétiques. Mais ensuite, quelque chose de laid et de bossu a rampé sur le champ de bataille. Cette chose n'essayait pas de percer le blindage. Elle arrachait simplement des tourelles de plusieurs tonnes de leur chemin de roulement, comme des bouchons de bouteilles de champagne. C'est l'histoire de la façon dont les ingénieurs soviétiques ont violé toutes les lois de la physique et du bon sens pour créer un ouvre-boîte de calibre 152 mm. Vous découvrirez pourquoi on ne trouvait aucune trace de pénétration à l'intérieur des chars allemands, alors que les équipages étaient morts à cause de la surpression, et le prix terrible que les soldats payaient pour chaque tir. Découvrez comment un char laid a brisé l'échine de l'élite de la Panzerwaffe. Janvier 1943. Les forêts près de Leningrad. Ici, dans la région des hauteurs de Signavino, les renseignements soviétiques accomplissent l'impossible. Ils ne capturent pas une langue ni des cartes d'état-major, mais un monstre d'acier que les instructions allemandes ordonnaient de détruire jusqu'à la dernière vis en cas de menace de capture. Le char Tigre. 56 tonnes de sombre génie germanique. Ce n'est pas simplement un nouveau véhicule blindé, c'est une condamnation à mort pour toute la défense anti-char soviétique. Lorsque cette carcasse a été traînée sur le polygone de Kubinka, les généraux de l'artillerie ne la regardaient pas comme un trophée, mais comme leur propre pierre tombale. Regardez les faits. Jusqu'à ce moment, le calibre principal de nos chars était le canon F-34. 76 mm. Une bonne arme pour l'année 41. Mais lorsque, sur le polygone, un T-34 a tiré de face sur le Tigre à une distance de 200 mètres, il s'est produit ce qui fait blanchir les cheveux des ingénieurs. L'obus s'est simplement désintégré. 100 mm de blindage frontal en acier au chrome-nickel ne se sont même pas fissurés. 76 mm contre 100 mm d'acier allié, c'est la physique de l'impuissance. L'énergie cinétique d'un obus de 6 kg ne suffisait même pas à laisser une bosse. Ricochet. Encore un ricochet. Des étincelles, le crissement du métal et l'invulnérabilité absolue et sourde de la machine allemande. C'était un chaos technologique. Un silence plus effrayant que la canonnade s'est abattu sur les états-majors. Il est devenu clair que si les Allemands produisaient ces bêtes en masse, nous n'aurions rien pour les arrêter. Nos chars se transformeraient en cibles de stands de tir. Le T-34 ne pouvait percer le flanc du Tigre qu'à bout portant, en enfonçant pratiquement son canon dans la chenille, tandis que le canon de 88 mm de l'Allemand brûlait nos machines à 1,5 km. La distance de la mort n'était pas en notre faveur. 1 contre 10. L'information parvint au Kremlin instantanément. La réaction de Staline ne fut pas émotionnelle, mais sèche, comme le claquement d'une tulasse. Le comité d'État à la défense ne demandait pas, il exigeait une solution. Le délai, 25 jours. 25 jours pour créer un tueur capable de briser l'échine de ce monstre blindé. Ce n'est pas un délai pour concevoir un char. C'est un délai pour des funérailles ou pour un miracle. Habituellement, la création d'une nouvelle machine prend des années. Ici, il n'y avait même pas le temps pour les plans. Camarade Kotin, la voix dans le combiné était basse, mais elle glaçait le sang. Vous avez 25 jours. Soit nous trouvons de quoi frapper les tigres, soit les tigres seront à Moscou. Vous m'avez compris? Joseph Kotin, l'ingénieur en chef, raccrocha. Ses mains ne tremblaient pas. Il n'avait pas le temps de trembler. Dans le bureau flottait une fumée de cigarettes et une odeur de validol. Les ingénieurs le regardaient comme un homme à qui l'on venait de lire sa sentence de mort. « Qu'allons-nous faire, Joseph Yakovlevitch » demanda l'un des ingénieurs principaux.
sa voix était enrouée par l'insomnie. « Nous n'avons pas de canon. Le 100 mm de grabine n'est pas au point. 85 mm, c'est trop peu. Nous n'allons pas percer le blindage. » Cotine s'approcha de la fenêtre. Derrière la vitre hurlait le vent d'hiver de l'Oural. « Nous allons le briser, avec l'équipage. » L'idée était folle, et c'était la seule possible. Prendre non pas un canon de char, mais une pièce d'artillerie de corps d'armée. L'obusier canon ML20, calibre 152 mm. Réfléchissez à ce chiffre. 152. Un obus pesant 48 kg. Ce n'est pas une aiguille perforante, c'est une masse. L'énergie cinétique d'une telle valise à l'impact se mesure en millions de joules. Elle se moque de la marque de l'acier et de l'angle du blindage. Un coup d'une telle force arrache la tourelle de son chemin de roulement, fait éclater les soudures et crée à l'intérieur du char une surpression qui transforme les entrailles de l'équipage en gelée. Mais ici commençait la physique de l'impossible. Le ML20 est une pièce de campagne. 6 mètres de canon. La masse de la partie oscillante est de 2,5 tonnes. Une culasse énorme. Elle est conçue pour être posée au sol et frapper des bunkers depuis des positions couvertes. Faire entrer cette énormité dans la casemate d'un char, c'est comme essayer d'insérer un mortier de marine dans une voiture de tourisme. Le recul de cet obusier est tel qu'il peut retourner un char léger. « Le châssis du KV-1 tiendra-t-il » demanda le constructeur du train de roulement. « Il le doit » trancha Cotine. « Nous n'avons pas le choix. Nous prenons le Kliment Vorochilov, nous coupons la tourelle, nous installons une casemate et nous y montons l'obusier. »« Mais il ne restera plus de place » objecta quelqu'un. « La culasse occupera la moitié du compartiment de combat. Où l'équipage va-t-il s'asseoir? Sur les genoux du tireur? Qu'il s'assoie même sur les obus. L'essentiel, c'est que ce truc tire et qu'il touche sa cible. » Dans les ateliers de l'usine Kirov de Tcheliabinsk, la célèbre Tankograd, le temps s'était compressé comme un ressort. Les gens travaillaient 18, 20 heures par jour. Ce n'est pas une figure de style, c'est un fait médical d'épuisement. Ils mangeaient directement en machine. Ils dormaient par intermittence, posant la tête sur les établis huileux. Le froid était glacial. Les ateliers n'étaient pas chauffés. Le métal brûlait les doigts, même à travers les gants. Mais la peur du tribunal et la conscience que leurs frères brûlaient sur le front poussaient les gens en avant, plus fort que n'importe quel fouet. Les dessins se faisaient directement sur place. La méthode de conception rapide, c'est ainsi qu'on l'appellera plus tard dans les manuels, à l'époque, cela s'appelait « fais-le ou crève ». Les ingénieurs rampaient avec des mètres rubans sur la maquette, essayant de trouver des millimètres d'espace pour que le canon puisse s'abaisser et se lever. Les énormes freins de recul du MIL-20 butaient contre le toit de la casemate. Il fallut découper des trappes, changer la géométrie, retailler les plaques de blindage à vif. « Ça ne rentre pas, Joseph Yakovlevitch !» criait le contremaître de l'atelier d'assemblage, couvrant le grondement de la grue. « La culasse bute dans la transmission lors du recul. Si on tire, ça va exploser la boîte de vitesse. »« Relevez la casemate !» ordonnait Cotine. « Avancez le canon, on trouvera le centrage plus tard. L'essentiel maintenant, c'est de faire entrer l'impossible. » Ce n'était pas simplement un défi d'ingénierie. C'était une lutte contre le poids et l'inertie. Le canon extrêmement lourd déséquilibrait le nez de la machine. Il fallut renforcer les galets avant, changer les barres de torsion. Chaque kilo de blindage superflu comptait. Si c'était trop lourd, le char n'avancerait pas. Il s'enliserait dans la boue. Si c'était trop léger, l'équipage mourrait au premier rebut. Il jouait les équilibristes sur le fil du rasoir. Les 25 jours fondaient. 5e jour, avant-projet. 10e jour, maquette en bois. 15e jour, premier métal. Dans les ateliers régnait un vacarme à faire éclater les tympans. La soudure crépitait sans arrêt.
L'air était bleu de fumée et de calamine. Les ouvriers s'évanouissaient de faim, on les traînait à l'écart, on les ranimait avec de l'eau bouillante, et ils revenaient. Parce qu'ils savaient, là-bas, près de Koursk, les Allemands chargent déjà leurs trains de tigres et de panthères. Et si ce prototype, laid et bossu sous l'index objet 236, ne sortait pas des portes de l'usine dans 10 jours, il faudrait arrêter l'acier allemand avec les corps de l'infanterie. « Regardez ça !» dit Khotyn, en observant la casemate presque terminée. « Ce n'est pas un char, c'est un affût automoteur, un cercueil sur chenille. »« Mais ce cercueil a un argument de 50 kilos, » lui répondit son adjoint. « S'il touche, ça ne pardonnera pas. » Le 24 janvier 1943, le premier prototype était prêt à sortir. Il avait l'air terrifiant. Bas, trapu, avec un canon disproportionnellement gros et court, au bout duquel béait un frein de bouche à fente. Ce n'était pas une machine élégante. C'était un morceau de force brute coulé dans le métal. Aucune esthétique. Seulement la fonctionnalité du meurtre. Khotyn fit le tour de la machine. Il tapota de la paume le blindage froid de la casemate, épais de 75 mm. « Alors la bête, dit-il doucement, voyons si tu apprends à mordre. » Devant, c'était le polygone, et le premier tir qui devait décider, triomphe ou exécution. L'horloge tournait. Il restait des mois avant l'arc de Koursk. Mais le sort de la bataille se décidait maintenant, dans ces ateliers glacés, où les hommes payaient chaque millimètre de calibre de leur sang et de leur sueur. L'ultimatum expirait. Tcheliabinsk, janvier 43. Le thermomètre affiche moins 35. Par ce temps, les oiseaux gèlent en vol, tombant sur la neige comme des mottes de glace. Mais dans les ateliers de l'usine Kirov de Tcheliabinsk, les lois de la biologie sont abolies. Ici, il n'y a ni jour ni nuit. Il n'y a que des équipes qui se sont fondues en une seule bande grise infinie. Les gens travaillent à l'usure, car le métal n'attend pas. Le métal exige du sang et de la sueur. L'enfer de la production n'est pas une métaphore. C'est un hangar gelé jusqu'aux fondations en béton, où l'air vibre de tension. Les courants d'air se promènent sur le sol, chassant la dernière chaleur des vestes ouatées. Les ingénieurs du bureau d'études de Joseph Khotyn ne quittent pas l'usine pendant des jours. Ils dorment là, sur des caisses d'obus, couverts d'une bâche imprégnée de gazole. Les visages sont gris, les yeux enflammés par l'encre de Chine et la fumée de tabac. Une erreur de calcul, maintenant, est plus terrible que la mort. La mort n'est qu'une fin, mais l'erreur est un sabotage, un tribunal, une honte. La tâche est techniquement absurde. Il faut prendre un obusier de campagne ML-20, un système énorme et maladroit, pesant 7 tonnes en position de combat, et le forcer à vivre à l'intérieur de la boîte étroite d'un char. C'est comme essayer de greffer un cœur d'éléphant dans la cage thoracique d'un lévrier. L'obusier a été créé pour tirer depuis le sol, où le recul est amorti par des flèches massives qui s'enfoncent dans la terre. Dans un char, il n'y a pas de terre. Toute l'énergie monstrueuse du recul, des centaines de tonnes de pression instantanée, doit être encaissée par la coque, la suspension, la transmission. L'ingénieur en chef de l'usine expérimentale, Nikolai Vitalievitch Tsets, marche entre les planches à dessin comme un fantôme. Il sait, l'installation sur socle standard ne conviendra pas. Les dimensions de la culasse du ML-20 sont telles qu'au recul, elle écrasera simplement l'équipage contre la paroi arrière de la casemate. « Coupez !» râle-t-il, en pointant son crayon sur le dessin du berceau du canon. On enlève tout le superflu. Les mécanismes de visée, à refaire. Les freins de recul, à comprimer. « Comprimer où, Nikolai Vitalievitch ?» grogne l'ingénieur principal, sans détacher son regard du papier millimétré. « C'est de l'hydraulique. La pression dans le frein de recul est de plusieurs atmosphères. Si on réduit le volume,
Les cylindres éclateront au premier tir. Alors changez la conception du frein. Raccourcissez le recul. Rendez-le rigide, court, méchant. Que la coque du char encaisse le coup, pas les cylindres. Dans l'atelier d'assemblage expérimental, il y a un vacarme qui couvre les pensées. Les marteaux pneumatiques cognent, les meules abrasives hurlent en mordant le blindage. Les soudeurs travaillent sans interruption. Les éclairs de l'arc voltaïque arrachent à la pénombre les visages épuisés des ouvriers. Beaucoup d'entre eux sont des adolescents et des femmes qui ont remplacé les hommes partis au front. Ils se tiennent sur des caisses en bois pour atteindre les machines. Mais on exige d'eux la même chose que des maîtres ouvriers. L'assemblage de l'objet 236 se fait en régime d'urgence. Pas de temps pour l'outillage technologique. Les pièces sont ajustées sur place. C'est un travail d'orfèvre réalisé à la masse. Les plaques de blindage de la casemate, épaisses de 75 mm, sont assemblées à la main. L'acier glacé brûle les mains à travers les gants. Les soudures doivent être parfaites. Le moindre pore, la moindre caverne, le moindre défaut de fusion, et à l'impact d'un obus ennemi, la soudure éclatera et la plaque de blindage volera à l'intérieur de la casemate, se transformant en guillotine pour l'équipage. Les contrôleurs de la qualité rampent sur la coque avec des loupes, rejetant impitoyablement le travail. « À refaire !» crie le contremaître en faisant sauter le laitier de la soudure. « Qu'est-ce que tu m'as collé là? C'est un cercueil ou une machine de guerre? Si la soudure se fissure, je te mets personnellement dans ce char à la place du tireur. » L'opération la plus complexe est le montage du canon. L'énorme tube doit passer par l'embrasure de la plaque frontale. Les jeux sont millimétriques. Le canon pend à la grue, oscillant. La grutière, une jeune fille pâle d'environ 18 ans, se mord les lèvres en essayant d'attraper ces millimètres. « Monte !»« Descends tout doucement !» commande le brigadier. « Stop, où tu vas? Plus à gauche !» La partie culasse, extrêmement lourde, descend lentement dans la casemate. Grincement du métal contre le métal. Le canon se pose sur les tourillons. Les gens expirent. Mais ce n'est que le début. Maintenant, il faut placer les munitions. Les obus de calibre 152 mm ne sont pas des cartouches. Chacun pèse près de 50 kg. Il faut les ranger quelque part, de manière à ce que le chargeur puisse les attraper en combat en quelques secondes et non fouiller dans le râtelier comme dans un débarras. La place manque cruellement. À l'intérieur de l'automoteur, c'est aussi étroit que dans un sous-marin. La culasse du canon divise le compartiment de combat en deux, coupant le commandant et le tireur des chargeurs. Il n'y a pratiquement pas de ventilation. Les ingénieurs comprennent. Après 3 ou 4 tirs, la concentration de gaz de poudre à l'intérieur dépassera la norme mortelle. Mais il n'y a pas le temps de développer un système complexe de purge du canon. Ils mettront un ventilateur sur le toit, fait Sitz d'un geste de la main. Au combat, ils ouvriront les trappes. Ils n'étoufferont pas. L'essentiel, c'est qu'elles tirent. Le froid pénètre partout. L'huile dans les réducteurs s'épaissit, se transformant en mazout. Le liquide hydraulique stéole dans les dispositifs de recul devient visqueux. Avant de le verser, on le chauffe avec des lampes à souder, au risque de provoquer un incendie. Mais le risque de brûler dans l'atelier n'est rien comparé au risque de ne pas être à l'heure. Les 25 jours fondent comme la neige sur le blindage d'un moteur en marche. Chaque heure d'arrêt est en rapport à Moscou. Chaque panne est une recherche de coupable. Mais il n'y a pas de coupable. Il n'y a que la limite des capacités humaines, que ces gens ont franchi il y a déjà une semaine. Le 20e jour commence le montage des viseurs. Panorama de Hertz, viseur télescopique ST10. L'optique, ce sont les yeux de la machine. On l'ajuste avec une précision fanatique. Le tireur
doit voir la cible à 1,5 km. Si l'optique s'embue au combat, nous sommes des cadavres, marmonne le régleur en essuyant les lentilles à l'alcool. L'odeur de l'alcool couvre une seconde l'odeur de brûlé et de sueur. Ne respire pas dessus. Au matin du 25e jour, l'objet 236 trône au milieu de l'atelier. Il n'est pas encore peint, couvert de calamines d'usine, de taches d'huile et de marques à la craie des maîtres. Mais il est entier. Il est vivant. C'est une machine laide, grossière. La haute casemate en fait une cible visible. Le long canon avec son frein de bouche déséquilibre le nez, obligeant les galets avant à s'affaisser presque jusqu'au buté. Mais dans cette grossièreté, on sent une puissance primitive. Ce n'est pas un char de parade pour la place rouge, c'est un outil de travail de la guerre. Une hache forgée à la hâte, mais dans le meilleur acier. Joseph Cotin s'approche de la machine. Il passe la main sur la soudure de la casemate. Le métal est glacial, mais il semble à l'ingénieur qu'il pulse. « Démarrez », dit-il doucement. Le moteur V2K tousse des nuages de fumée noire, crache et commence à rugir régulièrement. Les murs de l'atelier tremblent. Le sol tremble sous les pieds. Les vitres tremblent dans les cadres survivants sous le plafond. Les ouvriers, qui tombaient de fatigue, lèvent la tête. Dans leurs yeux, pas de joie. Seulement une satisfaction sourde que cette étape soit finie. Ils ont fait l'impossible. Ils ont croisé la carpe et le lapin, l'obusier et le char, la glace et le feu. Devant, c'est le polygone, l'endroit où la physique rendra son verdict. Le châssis supportera-t-il le recul? La casemate ne sera-t-elle pas arrachée au tir? La transmission ne tombera-t-elle pas en miettes? Personne n'a de réponse. Il n'y a que la foi dans la solidité du métal soviétique et l'inévitabilité de l'ordre. Les portes de l'atelier s'ouvrent, laissant entrer la vapeur glaciale. L'automoteur fait cliqueter ses chenilles et rampe lentement dans la nuit, à la rencontre de son destin. Polygone près de Tcheliabinsk, février 1943. Une étendue de neige vierge, labourée par les chenilles et les cratères. Il n'y a pas d'hommes ici, seulement des fonctions. Observateurs, mécaniciens, artilleurs. Et il y a l'objet 236. Il se tient sur la position de départ, ressemblant à un saurien préhistorique tapi. De la casemate dépasse un canon disproportionnellement énorme, pointé vers le champ de tir. La tension est telle que l'air semble électrique. Ce ne sont pas de simples tirs. C'est le moment de vérité pour toute la conception. Les ingénieurs savent. La force de recul calculée de l'obusier ML20 atteint des dizaines de tonnes. Sur l'affût d'une pièce de campagne, cette énergie est absorbée par les bêches enfoncées dans la terre. Ici, il n'y a pas de bêches. Toute cette monstrueuse masse d'énergie cinétique sera encaissée par les galets, les barres de torsion et la coque du char. Théoriquement, il devrait tenir. Pratiquement, personne ne sait si la transmission ne volera pas en éclats après le premier coup. Personne ne sait si la casemate ne sera pas arrachée de ses boulons. « Chargez !» L'ordre résonne sourdement à travers les casques. À l'intérieur de la machine, c'est étroit. Le chargeur, un homme costaud aux bras de forgeron, prend un obus sur l'étagère. Obus explosif, OF 540. Poids, plus de 43 kg. Plus la charge dans la douille, encore des kilos de poudre. C'est un chargement séparé. D'abord l'obus, puis la douille. C'est long, c'est lourd. Dans l'exiguïté de la casemate, où chaque mouvement est limité par la culasse, c'est de l'acrobatie avec une haltère. Bruit de culasse. La culasse à vis se ferme, enfermant la mort dans la chambre. La cible est un char allemand capturé, PZ3, installé à une distance d'1,5 km. Ce n'est pas un tigre,
mais cela suffira pour vérifier la balistique et la puissance destructrice. Les observateurs aux jumelles se figent. Les membres de la commission d'État se tiennent dans le bunker en béton, ne quittant pas les embrasures des yeux. Feu! Le monde se brise. Le tir d'un obusier de 152 mm depuis un char, ce n'est pas un claquement, c'est un tremblement de terre. De frein de bouche au bout du canon dévient les gaz de poudre sur les côtés, soulevant un tourbillon de neige qui cache instantanément la machine. L'automoteur de 45 tonnes bondit en arrière comme s'il avait été piqué. Les galets s'écrasent contre les butées avec un hurlement. Les barres de torsion se courbent en arc, encaissant le choc. La machine s'accroupit, tremble de tout son corps, comme un être vivant ayant reçu un coup dans le ventre, mais resté debout. Pendant quelques secondes, on ne voit rien à cause du nuage de cordite brûlée et de poussière de neige. Mais à l'autre bout du polygone se produit la physique de la destruction absolue. L'obus OF 540 n'est pas conçu pour percer le blindage au sens classique. Il n'a pas besoin de forer un trou. Lorsqu'un bloc pesant près de 50 kg, volant à la vitesse de 600 mètres par seconde, rencontre un obstacle, l'énergie cinétique se transforme instantanément en chaleur et en énergie mécanique. Les observateurs voient un éclair sur le blindage du char allemand. Et puis l'incroyable se produit. La tourelle du PZ-3, pesant plusieurs tonnes, disparaît simplement de sa place. Elle est arrachée de son chemin de roulement comme un bouchon de bouteille de champagne et vole à une dizaine de mètres sur le côté. La coque du char s'affaisse, éclatant aux soudures. Les galets s'éparpillent en éventail. Un silence tintinabulant s'installe sur le polygone. Même ceux qui étaient dans le bunker ont les oreilles qui bourdonnent. La commission roule vers la cible en jeep. Ils se taisent. Lorsqu'ils approchent, le tableau de la destruction devient effrayant. Ce n'est pas un dommage technique, c'est un démontage par explosion. L'impact a eu lieu à la jonction de la tourelle et de la coque. L'effet de souffle de l'obus a été tel que les plaques de blindage de 30 mm d'épaisseur ne sont pas percées et sont déchirées comme du carton. À l'intérieur du char, c'est le chaos. Les cloisons sont emportées, le moteur arraché de ses fixations. Si un équipage avait été à l'intérieur, il n'aurait pas été tué par les éclats. Il aurait été tué par la surpression. Le saut instantané de la pression atmosphérique dans un volume clos transforme les poumons et les vaisseaux sanguins en bouillie. L'équipage serait mort avant d'avoir compris qu'il avait été touché. Joseph Cotin s'approche de la carcasse tordue. Il passe la main sur le bord déchiqueté du blindage. Le métal est encore brûlant. « Alors ?» demande le représentant de la direction des blindés, un général au visage gris et impénétrable. Il fume et la cigarette tremble légèrement entre ses doigts. « Que dites-vous, camarade constructeur ?»« Elle ne perce pas, » répond sèchement Cotin, en regardant la tourelle arrachée qui gît dans la neige comme un pot cassé. Elle anéantit, peu importe l'acier, croupe, sémenté, trempé en surface. Contre une masse, il n'y a pas de parade. Il retourne à l'automoteur. L'équipage d'essai sort. Ils sont étourdis. Du sang coule de leurs oreilles. Le saut de pression dans la casemate, au moment du tir, est tel que les capillaires éclatent. Le ventilateur ne suffit pas. Les visages sont noirs de suie. « Comment va la machine ?» demande Zeitz. « Vivante !» râle le conducteur. « La transmission hurle, mais elle tient. Les fixations du canon n'ont pas bougé. Mais, camarade constructeur, là-dedans c'est l'enfer. Après le 5e tir, on va tous s'asphyxier. »« Vous ne vous asphyxierez pas, » tranche durement le général. « Vous ouvrirez les trappes. Si vous voulez vivre au combat, vous respirerez aussi la poudre. » Sur place, juste à côté du canon fumant, un acte est rédigé. Selon toutes les règles de la réception militaire,
La machine devrait parcourir 500 km de marche, tirer toute la ressource du canon, passer des tests climatiques. Il faut des mois pour cela. Il n'y a pas de mois. Il y a 25 jours qui sont déjà écoulés. Accepté pour le service sous condition, dicte le général au scribe. Éliminez les défauts critiques au cours de la production en série. Considérez les essais d'usine comme des essais d'État. C'est une violation de toutes les instructions. C'est un risque pour lequel, en temps de paix, on fusille. Mais ce n'est pas un temps de paix. C'est un temps où le risque de l'inaction est supérieur au risque de la panne. « Quoi pour le nom ?» demande quelqu'un de l'état-major. « KV-14 »« SU-152 » dit Cotine. « Installation automotrice, calibre 152. Que les Allemands connaissent le chiffre, qu'ils aient peur de l'arithmétique. »« Tueur de fauves » prononce soudainement l'un des essayeurs en essuyant la suie de son visage avec un chiffon. « On va aller chasser les fauves. Les tigres. » Alors, va pour tueur de fauves. Le surnom colle instantanément. Il n'y a pas de pathos, juste un constat. Un chasseur de gros gibier. Le soir même, le premier train avec les machines encore chaudes de la soudure de l'usine commence à se former sur les voies. Pas le temps pour la peinture de camouflage. Elles partent dans le verre de base 4BO. Pas le temps pour former les équipages selon le programme complet. Ils apprendront dans les trains, étudiant les instructions à la lueur des lampes à huile. Un message chiffré part à l'état-major. Mission accomplie. Le tueur de fauves est créé. Envoi au front. À l'usine de Tcheliabinsk, on ne fête pas. L'équipe relève simplement l'équipe. La chaîne ne s'arrête pas une minute. Les gens qui ont créé le tueur de fauves tombent de fatigue, mais continuent de souder, de tourner, d'assembler. Parce qu'ils savent, une machine est un hasard, un bataillon est un argument, et un régiment de SU-152, c'est la mort de la Panzerwaffe. La course à l'usine est terminée. Commence la course avec la mort sur l'arc de Koursk. Et dans cette course, le prix n'est pas des médailles, mais la vie. La vie de l'infanterie que ces affûts automoteurs doivent couvrir de leur corps d'acier. Le train s'ébranle, le bruit des roues bat le rythme. Vers l'ouest. Vers l'ouest. Là où, près de Koursk, la terre commence déjà à trembler dans le pressentiment de la plus grande bataille de chars de l'histoire de l'humanité. Avril 1943. Centre de formation à l'arrière. On n'en voit pas ici des bleus au duvet sur les lèvres. Pour l'objet 236, qui a reçu l'index officiel SU-152, il faut un matériel humain particulier. La technique est nouvelle, secrète, capricieuse et mortellement dangereuse non seulement pour l'ennemi, mais aussi pour son propre équipage. Le major Sankovski marche le long du rang. Il ne cherche pas des héros d'affiche, il cherche ceux qui ont la terre brûlée à l'intérieur. Dans l'artillerie automotrice à destination spéciale, qui devait devenir le seul bouclier contre le poing blindé allemand, les romantiques ne prenaient pas racine. Ici, il fallait des gens ayant déjà franchi la ligne de la peur. Des gens au destin brisé, qui n'ont rien à perdre, sauf leur propre haine. L'équipage de l'automoteur, ce sont 5 hommes enfermés dans une boîte en acier sans cloison. Il n'y a pas de séparation entre la tourelle et le compartiment de conduite, comme dans un char. Tous respirent le même air, tous deviennent sourds au même tir, tous brûlent vifs dans la même tombe si le blindage ne tient pas. Le commandant, le tireur, le mécanicien conducteur et 2 chargeurs. 2 parce que remuer des blocs de 48 kilos tout seul au rythme du combat est physiquement impossible. Sankovski s'arrête devant un soldat grand et voûté. Ses bras pendent comme des fouets,
Ses paumes sont larges comme des pelles. La crasse de mazout incrustée dans la peau ne part avec rien. « Grade » lance brièvement le major. « Soldat » La voix est sourde, tabagique. Ancien capitaine des troupes blindées. Rétrogradé en 42. Article : perte du matériel confié. Mon KV a brûlé, camarade major. Et l'équipage a brûlé. Je suis le seul à être sorti. Sankovski le regarde dans les yeux. Il n'y a pas de flagornerie. Il y a de la glace. Tu seras conducteur, hoche le major. Tu connais la machine ? Base du Clement. Je connais. Je la réparerai aussi bien dans un marais qu'en enfer. C'est justement en enfer qu'il faudra le faire, résume Sankovski. Prends les leviers, ensuite le tireur, pas grand, chétif, avec un regard accrocheur et piquant. Les doigts de ce genre de personnes ne tremblent pas. Ce sont des mathématiciens de la mort. Ils n'ont pas besoin des biceps, ils ont besoin du sens de l'anticipation et de la capacité à calculer froidement les angles quand une machine de 50 tonnes fonce sur vous. « À quelle distance tu touches un seau ?» demande le major. « Ça dépend avec quoi ?» ricane le tireur. « Si c'est avec ce calibre, il ne restera plus de seau. Sinon, je le mets dans la fente de visée à 800 mètres. On vérifiera. Si tu rates, tu iras toi-même dans le canon. Le travail le plus dur est celui des chargeurs. On sélectionne ici des mutants physiques, des gens capables, dans l'exiguïté et dans la touffeur, à genoux ou pliés en trois, de soulever le poids d'un sac de ciment et de l'enfourner dans la culasse. Encore et encore. L'un d'eux est un ancien détenu, un soldat de bataillon disciplinaire, rachetant sa faute par le sang. Il a une cicatrice de la pommette à l'oreille. Silencieux, sombre. Il ne pose pas de questions. Il connaît le prix de la liberté. C'est soit la mort, soit la victoire. Le second est un Léningradois, un survivant du blocus. Cela semble paradoxal. D'où vient la force chez un dystrophique ? Mais les survivants de Léningrad ont une endurance nerveuse terrible. Ils ont survécu à la faim qui tue la volonté. Maintenant, leur volonté est plus dure que l'acier croupe. Ils regardent les obus non pas comme un fardeau, mais comme du pain qu'il faut donner à manger à la gueule allemande pour qu'elle s'étouffe. Donc, la voix de Sankovski résonne dans le silence du hangar comme un coup de fouet. La machine est expérimentale. Blindage, 75 mm. Le front tient, les flancs sont en carton. Pas de visibilité, que dalle. Pas de ventilation. Après le troisième tir, on vomira à cause des gaz, mais on n'arrêtera pas de tirer. Votre tâche est de devenir des appendices de la culasse. Un mécanisme. Je pense, vous faites. Il les parcourt du regard. Nous ne sommes pas des tankistes. Nous sommes des condamnés à mort. On mise sur nous quand les autres ont échoué. Une seule mission. Un tir, un cadavre. Allemand. Des questions ? Une seule question, camarade major, râle le chargeur disciplinaire en crachant par terre. On aura de l'alcool ? L'alcool, c'est après le combat, si tu survis. Et maintenant, marche vers la casemate. On apprend à mourir correctement. La coordination commence. Ce n'est pas un entraînement, c'est un dressage de réflexes. À l'intérieur du SU-152, c'est étroit comme dans un cercueil. L'énorme culasse de l'obusier ML-20 occupe presque tout l'espace. À gauche du canon, le tireur. À droite, le commandant. Derrière, les chargeurs. Le conducteur est devant, séparé des autres par le corps du canon. La communication se fait uniquement par l'interphone qui grésille constamment. Ou par coup de pied. Le commandant donne un coup de pied au conducteur dans l'épaule gauche, virage à gauche. Dans la droite, à droite. Sur le casque, stop. La toute première tentative de charger le canon montre toute l'horreur du travail à venir.
L'obus est dans le râtelier au sol ou contre la paroi. Il faut le prendre, le soulever, le tourner dans l'espace réduit sans heurter le commandant et les mécanismes. Le mettre dans le plateau, l'envoyer avec le refouloir, avec un cliquetis caractéristique. « Plus vite !» hurle Sankovski, chronomètre en main. « C'est un tigre, il n'attendra pas. Il vous brûlera en 8 secondes. Et vous, vous en mettez 20. » Le chargeur disciplinaire grogne, s'arrachant les ongles sur le métal de la douille. Le poids de l'obus déchire le dos. La sueur inonde les yeux. « Encore une fois !» commande le major. Jusqu'à ce que les bras tombent, il travaille jusqu'aux ampoules sanglantes, jusqu'au voile noir devant les yeux. Obus dans le canon, douille ensuite, culasse, clac, tir, fictif, recul, extraction de la douille, fumée. Et de nouveau, chargez! Pendant les pauses, ils sont assis sur le blindage, fumant des cigarettes de tabac grossier qui grattent la gorge. Les conversations sont courtes, hachées. Personne ne raconte sa maison, sa femme, ses enfants. C'est tabou. Les souvenirs ramollissent. Ici, il faut être dur. « T'as entendu ? L'Allemand a une optique Zeiss ?» demande le tireur, en essuyant le panorama avec un chiffon. « Il voit une mouche à 1 kilomètre. »« Qu'il regarde ?» répond le conducteur, en s'essuyant les mains noires d'huile. « L'essentiel, c'est qu'on le voit les premiers. » Et là, l'oncle Vassia, il fait un signe de tête vers le canon de l'obusier, lui expliquera la politique du parti. L'oncle Vassia est un argument de poids, ricane le survivant du blocus, plus lourd que la ration du blocus. Ils s'ajustent les uns aux autres, non pas comme des amis, mais comme des engrenages dans une boîte de vitesse. Ils apprennent à se comprendre sans mots. Au soupir, au mouvement de l'épaule, à l'odeur de la peur. Sankovski voit, de cette bande commence à se forger un organisme unique. Dur, méchant, professionnel. Le commandant sait ce qu'ils ignorent. Les renseignements signalent une concentration de forces allemandes près de Koursk et Orel. Toute la puissance d'acier du Reich s'y rassemble. Des centaines de panthères, de tigres, de Ferdinand. Ce ne sera pas un combat. Ce sera un hachoir, où le métal brûlera comme du papier. Et ces 5-là, dans leurs machines anguleuses taillées à la hâte, sont les seuls à pouvoir arrêter cette vague. Le soir, avant le départ du train, Sankovski réunit l'équipage. « Écoutez l'ordre de combat. On va à Koursk. Mission, casser les crocs de la bête allemande. On travaille en embuscade. Distance d'ouverture du feu, mortelle. À partir de 500 mètres. Plus près, c'est la mort. Plus loin, c'est la loterie. Frapper à coup sûr. » Il fait une pause. « Je ne vous promets pas qu'on reviendra. Mais je vous promets qu'on emmènera avec nous autant de Fritz qu'il en rentrera en enfer. Au véhicule !» Les trappes claquent. Les lourds couvercles se referment, coupant l'équipage du monde extérieur. Maintenant, leur monde est la pénombre du compartiment de combat. L'odeur de gazole, de graisse d'armes et de sueur masculine. Devant, l'inconnu. Devant, la gare de Poniry, Prokhorovka, l'arc de feu. Devant, un examen que la mort elle-même fait passer. Et on ne peut le réussir qu'avec la mention « excellent ». Il n'y aura pas de rattrapage. Le moteur rugit, rejetant des nuages de fumée bleuâtre. L'automoteur tressaute et rampe sur la plateforme ferroviaire. Les hommes à l'intérieur n'ont plus de nom. Ils sont l'équipage. Ils sont une partie du tueur de fauves. Ils sont prêts à tuer. Juin 1943. Polygone arrière du front central. Le soleil est au zénith, chauffant le blindage à la température d'un fer à repasser. À l'intérieur de la casemate de l'automoteur, le thermomètre
indique plus 50. L'air est épais comme de la gelée. Il sent le gazole, l'huile surchauffée et la sueur masculine qui n'a pas le temps de sécher, imprégnant les vareuses. Ici, dans cette boîte en acier, se produit l'alchimie de la guerre. 5 personnes différentes sont fondues en un mécanisme unique de meurtre. L'entraînement, ce n'est pas le tir sur cible. Le tir, c'est la fête. L'entraînement, c'est le travail de forçat du chargeur. Essayez de soulever un sac de ciment pesant 50 kilos. Et maintenant, imaginez que ce sac est fait d'acier lisse et glissant de graisse. Vous devez le soulever du sol, dans un espace exigu où l'on ne peut pas se tenir debout. Le tourner à bout de bras sans heurter le commandant et les mécanismes de visée, et l'insérer avec une précision d'orfèvre dans la culasse du canon. Et ensuite, sans pause, saisir la douille de 10 kilos avec la charge et l'envoyer à la suite. Et il faut faire cela en 20 secondes. Ou mieux, en 15. « Plus vite !» hurle le major Sankowski, couvrant le grondement du moteur. « Les Allemands boivent déjà le thé, et vous, vous traînez encore. Encore une fois !» Le pourvoyeur, ce même survivant du blocus de Leningrad, râle. Il a les articulations des doigts écorchées, les ongles noirs de sang séché. L'obus OF 540, pesant 48 kilos, s'échappe de ses mains moites. Mais il ne faut pas le laisser tomber. Si tu le laisses tomber sur le détonateur, tu enterres l'équipage. Si tu le laisses tomber sur le pied, tu restes invalide. Il attrape le bloc avec sa cuisse, grimace de douleur, et l'enfonce d'un coup sec dans le canon. Le cliquetis de la culasse résonne comme un coup de guillotine. « Feu !» commande le major. La détente mécanique claque dans le vide. « Recule ! Extraction ! Chargez de nouveau !» Il répète cela des centaines de fois, jusqu'à vomir de fatigue, jusqu'au voile noir devant les yeux. Les dos lâchent, les muscles sont gorgés d'acide lactique, au point que les mains tremblent comme celles de paralytiques. Mais le major est implacable. Il connaît la physique du combat. La cadence de tir de l'obusier ML-20 est son talon d'Achille. 2 ou 3 coups par minute. Le tigre allemand en a 8. Le temps que les nôtres rechargent, l'Allemand a le temps d'envoyer 3 salutations mortelles. La seule chance de survivre est de réduire ce temps à la limite des capacités humaines. À l'intérieur du Su-152 règne la claustrophobie. L'énorme culasse de l'obusier divise le compartiment de combat en 2, comme un mur de béton. À gauche sont assis le tireur et le commandant. À droite, les chargeurs. Pas de liaison visuelle. Le commandant ne peut pas aider le chargeur, ne peut même pas le pousser pour l'encourager. Ils ne s'entendent qu'à travers le grésillement de l'interphone ou à travers les jurons qui percent même le rugissement du moteur. « Prends plus à gauche, salaud !» hurle le tireur en tournant les volants. La sueur inonde ses yeux, âcre, salé. Pas le temps d'essuyer. « Mécano, tourne !» Le conducteur devant, dans son puits, tire sur l'embrayage latéral. La machine de plusieurs tonnes tressaute de tout son corps, renversant le chargeur. Celui-ci tombe, se cognant l'épaule contre la culasse, jure, mais ne lâche pas l'obus. « Tenir l'horizon !» commande Sankowski. « On n'est pas au bal !» Ce ne sont plus des hommes, ce sont des fonctions. Le tireur est l'œil, le commandant est le cerveau. Les chargeurs sont les pistons, le conducteur est les jambes. Si un élément flanche, tout le système meurt. Vers juillet, les entraînements cessent. L'ordre de redéploiement arrive. Tout se fait dans le plus grand secret. Les Allemands savent que les Russes préparent une défense, mais ils ne doivent pas savoir pour les tueurs de fauves. Ces machines sont l'atout dans la manche de Rokossovski. Les marches sont uniquement nocturnes. Le jour, la technique se cache dans les lisières de forêt, couvertes de filets de camouflage et de branches,
de sorte qu'à 5 mètres, on ne distingue pas les contours. La nuit. La poussière s'élève en colonne, si épaisse qu'on pourrait la mâcher. La colonne d'automoteurs lourds avance sans phare. Les conducteurs guident les machines au toucher, s'orientant sur la tache blanche à l'arrière de l'automoteur précédent ou sur la silhouette du régulateur qui apparaît dans l'obscurité comme un pâle fantôme. Le fracas des chenilles couvre les bruits de la forêt nocturne. La terre tremble sous le poids de centaines de tonnes d'acier. Les hommes dans les machines étouffent à cause de la poussière qui s'infiltre dans le nez, les oreilles, les poumons. Pas de respirateur, ils enroulent des chiffons huileux sur leur visage. Les yeux sont enflammés et rouges comme ceux des lapins. L'envie de dormir est mortelle, mais il ne faut pas dormir. L'arrêt de la colonne, c'est un bouchon. Un bouchon, c'est une cible pour l'aviation allemande au matin. Ne pas dormir! Sankovski donne un coup de pied au conducteur dans l'épaule. Si tu dors, on va dans le fossé. Je ne dors pas, commandant, siffle celui-ci, agrippé au levier avec des doigts blanchis. Je cligne juste lentement des yeux. À l'aube, ils arrivent dans la zone assignée, face nord de l'arc de Koursk, région de la gare de Ponyri. Ici, selon les renseignements, sera porté le coup principal. Le terrain est ouvert, une steppe coupée de ravins, une table idéale pour un billard de chars. La première chose que font les équipages après une marche épuisante n'est pas de tomber de sommeil, mais de prendre des pelles. L'automoteur est un prédateur d'embuscade. Il lui faut une tranchée, un caponnier. Creuser un abri pour un colosse de 45 tonnes à la main avec des pelles de sapeur dans une terre sèche comme de la pierre. « On creuse, les gars !» dit le chargeur disciplinaire en crachant dans ses paumes. « Plus on s'enterre profond, plus on vivra longtemps. » Il creuse la terre avec l'acharnement des condamnés. Il jette la terre, camoufle le parapet avec du gazon. La machine doit devenir invisible, se fondre dans le paysage. Seuls le canon et le panorama du viseur doivent dépasser. Le 4 juillet, les positions sont prêtes. Un silence surnaturel, ouaté, règne sur la steppe. Les oiseaux ne chantent pas. Même les sauterelles, semble-t-il, se sont tues. C'est le calme avant la tempête. L'équipage est assis sur le blindage, regardant vers l'ouest. Là-bas, derrière l'horizon, ronronnent les moteurs de milliers de chars allemands. Là-bas, les tigres et les panthères font chauffer leurs moteurs. Là-bas, dans les états-majors allemands, les cartes de l'opération Citadelle sont déjà étalées. Sankovski sort sa blague à tabac, roule une cigarette. Ses mains sont calmes. « Bon, » dit-il doucement en recrachant un jet de fumée. « Les invités sont sur le seuil. On va les recevoir. » À l'intérieur de la machine, les munitions sont déjà là. 20 obus. 20 morts dans des douilles d'acier. L'huile est vérifiée, les réservoirs sont pleins. L'équipage a tellement fusionné avec le métal qu'il semble qu'à la place du sang coule du gazole. La peur n'est plus là. Il n'y a qu'une attente froide et lourde du travail. Un travail sale, sanglant, nécessaire. Il reste des heures avant le début de l'enfer. 5 juillet 1943, 5h30 du matin, face nord de l'arc de Koursk. La terre cesse d'être un appui solide et se transforme en une membrane qui vibre au rythme de milliers de moteurs diesel et à essence. L'horizon disparaît. À sa place, avance un mur de poussière et de suie, à l'intérieur duquel cliquette le métal. L'opération Citadelle a commencé. Ce n'est pas une attaque, c'est une démolition méthodique de la défense soviétique. Les Allemands ne courent pas à l'attaque en criant. Ils déferlent comme un rouleau compresseur d'acier. Devant marchent les bataillons lourds, les Tigres, PZ-6.
56 tonnes de morts. Ils s'alignent dans leur célèbre Panzerkeil, le coin blindé. Les machines lourdes en pointe, les panthères moyennes et les 4 modernisées couvrent les flancs. Cette formation ne se perce pas avec des moyens standards. C'est un bunker mobile qui choisit lui-même qui tuer ensuite. Dans les premières tranchées de l'infanterie soviétique, ce n'est pas la peur qui règne. C'est la compréhension de la faim qui règne. Le fantassin Ivan, plaqué au fond de la tranchée, sent le tremblement de la terre avec son dos, son ventre, ses dents. Il sait, il a un fusil Mosin et une paire de grenades. Contre le blindage frontal du Tigre, épais de 100 mm, c'est comme jeter des pierres sur une falaise. Sur les chars allemands sont installés de nouveaux filtres cyclones. Mais même eux ne viennent pas à bout de la poussière. C'est pourquoi les trappes sont fermées. Les équipages allemands ne voient pas les gens. Ils ne voient que des cibles à travers les fentes étroites des périscopes. Pour eux, l'infanterie est une cible molle, une masse biologique qui craque sous les chenilles. Les premiers à engager le combat sont les équipes d'artillerie anti-chars, les fameux 45, canons de calibre 45 mm. Les soldats les appellent sombrement « Adieu la patrie ». L'équipe ouvre le feu à une distance de 400 mètres. L'obus pesant 1,5 kg sort du canon et frappe le front du Tigre de tête. Le bruit de l'impact est sec, un claquement net, des étincelles, et c'est tout. L'obus rebondit sur l'acier Krupp allemand comme un poids sur un mur et part dans le ciel en hurlant de rage. Sur le blindage du char, il ne reste qu'une petite tache grise de calamine. La machine allemande ne ralentit même pas. La tourelle, avec sa longue trompe de canon de 88 mm, tourne lentement, avec le bourdonnement de la commande électrique, vers l'éclair du coup de feu. Une seconde. Un tir. L'obus explosif de l'Allemand transforme le canon soviétique et son équipe en une bouillie sanglante, mêlée de terre et de métal tordu. Ensuite, les canons divisionnaires ZIS-3 frappent. Calibre 76 mm. C'est une arme sérieuse, le cheval de trait de la guerre. Mais aujourd'hui, elle aussi est impuissante. Les obus perforants à 1 km de distance ne prennent pas le front du Tigre. Ils glissent, ricochent, se brisent. L'énergie cinétique ne suffit pas pour défoncer 100 mm d'acier trempé en surface. Le commandant de batterie regarde dans ses jumelles et voit comment ces obus, que toute l'infanterie priait, s'émiettent inutilement sur le blindage allemand. Il voit comment les Tigres s'arrêtent une seconde seulement pour effectuer un tir précis. L'optique allemande, Zeiss, leur permet de frapper un écureuil dans l'œil à 1,5 km. Nos canons brûlent l'un après l'autre. Les boucliers des canons sont percés de part en part. Les roues volent. Les canons sont retournés comme des gants. La panique, ce n'est pas la fuite. La panique, c'est la paralysie de la volonté. Quand tu vois que ton arme ne fonctionne pas, le psychisme se brise. Les artilleurs continuent de charger et de tirer, mais c'est déjà l'agonie. Une hystérie mécanique. Les Allemands percent la première ligne de défense en une demi-heure. Les chars franchissent les tranchées. Vu depuis la tranchée, au-dessus de la tête, le ventre noir et huileux du char. Le fracas des chenilles assourdit. La terre tombe dans le col. Tu es allongé au fond, la tête couverte par les bras, et tu pries pour que le sol ne s'affaisse pas sous le poids de 50 tonnes. S'il s'affaisse, tu seras écrasé comme un insecte. Le bruit des rondins de couverture de l'abri qui cassent ressemble à un craquement d'os. Celui qui ne s'est pas caché voit le char commencer à repasser la tranchée. Le mécanicien conducteur du Tigre passe au point mort
et effectue un demi-tour sur place. Une chenille va en avant, l'autre en arrière. Le char tourne, broyant la terre avec les hommes en viande hachée. Cela s'appelle nettoyage technique du terrain. Le champ de bataille est couvert de fumée noire. Tout ce qui peut brûler, brûle. L'herbe sèche, la technique, la chair humaine. L'odeur est nauséabonde. Mélange de brûlé, de gazole et de l'odeur douceâtre de la viande brûlée. Sur les ondes, c'est le chaos. Les commandants de régiment crient dans les combinés, demandant du soutien. « Ils ne s'arrêtent pas! Les obus ne prennent pas! Le blindage ne perce pas! Donnez l'aviation! Donnez des réserves! » Mais il n'y a pas d'aviation. Le ciel est fermé par la Luftwaffe. Les Junkers sont suspendus au-dessus des positions, allumant leurs sirènes hurlantes qui glacent le sang, et larguent des bombes avec une précision de chirurgien. La défense craque de partout. Le coin allemand s'enfonce dans le corps du front soviétique sur des kilomètres. Il semble impossible d'arrêter cette avalanche. C'est le triomphe de l'ingénierie allemande. Le Tigre semble être un dieu de la guerre invulnérable, descendu sur terre pour punir. L'infanterie commence à se replier. Ce n'est pas une retraite organisée, c'est un mouvement spontané vers l'arrière, loin des chenilles cliquetantes. Les commissaires politiques tentent d'arrêter les soldats, mais le pistolet TT est un mauvais argument contre la terreur animale face à une machine que l'obus ne prend pas. À l'état-major du front, on comprend. Si on n'arrête pas la percée maintenant, le soir, les Allemands sortiront en espace opérationnel. Et alors, c'est le chaudron. Alors, c'est la répétition de l'année 41. Il faut un argument, il faut un atout, il faut une force brute, cruelle, capable de briser cette machine allemande parfaite. Le moment de vérité arrive. Le commandant donne l'ordre d'engager la réserve spéciale. Dans la lisière de forêt, camouflée par des branches et des filets, attendent leur heure ces mêmes machines laides et bossues. Les équipages de Su-152 entendent le grondement du combat qui approche. Ils entendent l'artillerie allemande travailler, les moteurs des Tigres rugir. Le major Sankovski, dans sa casemate, met son casque. Son visage est noir de poussière, mais ses yeux sont calmes. Il voit dans le périscope les chars allemands, sûrs de leur impunité, ramper sur la crête de la colline, de flanc par rapport à lui. Il ne voit pas l'embuscade. Il pense que l'artillerie russe est supprimée. À l'intérieur de l'automoteur, l'air est brûlant. Le chargeur tient déjà dans ses bras l'obus explosif de 48 kilos. « Alors, les Fritz », chuchote le tireur en tournant le volant de pointage vertical. « Maintenant, on va vérifier votre acier Krupp à la rupture. » Ce n'est plus un combat, c'est une exécution. Le Panzerkeil allemand entre dans la zone de destruction. Distance 700 mètres, idéal pour tuer. L'artillerie a perdu, l'infanterie est écrasée. Maintenant, la parole est au tueur de fauves. L'histoire se fige une seconde avant que le calibre 152 ne dise son mot décisif. Le commandant du Tigre, de tête, se sent comme un dieu. Sa machine vient d'écraser sous ses chenilles un canon anti-char soviétique avec son équipe. Il voit dans le périscope les carcasses brûlantes des T-34. Les obus russes tambourinent sur son blindage frontal, ne laissant que des éraflures. C'est un sentiment enivrant, d'invulnérabilité absolue. Il ouvre la trappe de la coupole du commandant pour mieux inspecter le champ de bataille. Autour, de la fumée, du brûlé et la panique de l'infanterie soviétique en retraite. Il lui semble que cette promenade d'acier jusqu'à Koursk sera une chasse facile. Mais il ne voit pas ce qui se passe 600 mètres devant, dans les buissons d'une hauteur sans nom. Là,
Couvert d'un filet de camouflage, s'est figé le Su-152 du major Sankovski. À l'intérieur de l'automoteur règne un silence rompu seulement par la respiration lourde des hommes et le bruissement des volants de visée. Le tireur est collé à l'oculaire du panorama. Son monde s'est rétréci à la croix du viseur et à la silhouette noire du char allemand qui grandit à chaque seconde. Les mains du tireur sont sèches et fermes. Il ne pense pas au fait que s'il rate, dans 10 secondes, l'obus de 88 mm de l'Allemand les transformera tous en cendres. Il résout un problème trigonométrique. Anticipation, distance, vitesse de la cible. Distance 600. La voix du major dans les écouteurs sonne comme un grincement de gravier. Pas de perforant. Explosif. Dans le front. Reçu dans le front, répond le tireur. La croix attrape la jonction de la tourelle et de la coque du Tigre. C'est l'endroit le plus vulnérable. Si on frappe là, avec une masse de près de 50 kilos, la géométrie du char cessera d'exister. Les secondes s'étirent en éternité. Le char allemand rampe, balançant son canon. Il cherche une victime. Il ne sait pas que la victime, c'est lui. Feu! Le tireur appuie sur la détente. À ce moment, à l'intérieur du Su-152, c'est la fin du monde. Le tir de l'obusier ML-20 dans un volume clos est un choc physiologique. L'air se comprime instantanément, frappant les tympans avec la force d'un poing de boxeur. La poussière du sol s'envole, aveuglant l'équipage une seconde. L'énorme culasse vole en arrière, faisant claquer l'acier contre l'acier, éjectant la douille fumante. L'automoteur pesant 45 tonnes s'accroupit sur ses galets arrière, la terre sous les chenilles gémit. L'obus OF 540, 48 kg de TNT et d'acier, sort du canon à la vitesse du son. Il lui faut moins d'une seconde pour franchir 600 mètres. Dans cette seconde, le commandant allemand remarque peut-être l'éclair dans les buissons. Mais son cerveau n'a pas le temps de donner l'ordre. Impact. Ce n'est pas une pénétration, c'est une annihilation. Un obus explosif d'un tel calibre ne fore pas le blindage. Il transmet à la cible une impulsion monstrueuse d'énergie cinétique. Le coup tombe droit dans le chemin de roulement de la tourelle du Tigre. Le blindage de 100 mm résiste, mais les soudures éclatent avec un hurlement qui couvre le fracas du combat. Les boulons sont cisaillés comme du beurre par un couteau. La tourelle du Tigre, pesant 8 tonnes, est arrachée de sa place. Elle vole en l'air, culbutant comme une pièce de jouet jetée par un enfant capricieux. De la trappe ouverte, vole le corps du commandant allemand, déjà mort, brisé par la surcharge. La tourelle tombe à 10 mètres de la coque, plantant son canon dans la terre. La coque du char elle-même s'aplatit. À l'intérieur de la machine se produit un saut instantané de pression de centaines d'atmosphères. L'équipage ne meurt pas des éclats. Il est tué par le barotraumatisme. Les poumons se déchirent, les yeux coulent. Les organes internes se transforment en bouillie sanglante. Ils meurent instantanément, sans même avoir compris que leur forteresse, invincible, a été détruite. Sur le champ de bataille, il se passe quelque chose d'étrange. L'attaque allemande, mécanisme parfaitement réglé, trébuche. Les autres équipages de Tigre voient cela. Ils voient comment leur vaisseau amiral, invulnérable une seconde plus tôt, s'est transformé en un tas de ferraille fumant, sans tourelle. C'est un choc. C'est l'effondrement de leur vision du monde. Ils sont habitués à ce que les obus russes ricochent. Et là, c'est comme si le diable lui-même avait frappé le char avec un marteau géant. Les Tigres s'arrêtent. Les chenilles grattent la terre, les machines reculent. La peur animale pénètre à travers le blindage.
Le mythe de l'immortalité de la Panzerwaffe s'est dissipé en un seul tir. À l'intérieur du tueur de fauves, personne ne jubile. C'est l'enfer. « Les oreilles !» hurle le chargeur en se tenant la tête. Un mince filet de sang coule de son nez. Il n'entend rien, juste un bourdonnement. Le major Sankovski voit dans le périscope le résultat du tir. Une carcasse en feu, une tourelle arrachée. « Prêt ?» râle-t-il. Pas d'émotion, juste une froide constatation. « Mécano, cours en avant, on change de position. Chargez !» L'automoteur s'arrache brusquement, fuyant un éventuel tir de riposte. Le chargeur survivant du blocus, titubant de commotion, tire déjà l'obus suivant. Ses mains tremblent, mais le corps se souvient des mouvements. Obus dans le plateau, refouloir, cliquetis, douille, bruit de culasse. « Plus à gauche, 30 !» commande le major. « Je vois deuxième !» Le deuxième tigre, paniqué, commence à tourner sa tourelle vers les buissons d'où la mort est arrivée. Mais le long canon allemand tourne lentement, trop lentement. « Vas-y, mon grand, vas-y !» chuchote le tireur, en essuyant la sueur avec sa manche, la mélangeant à la suie. « Tu ne partiras pas. » Nouveau tir, nouveau coup sur les oreilles qui fait voir noir. Nouveau cliquetis de douille sur le sol. Le deuxième char allemand reçoit un coup dans le flanc. Là, le blindage est plus fin, 80 mm. L'obus le défonce comme du carton et explose à l'intérieur. L'explosion de 48 kg de munitions dans un espace clos déchiquette la machine en morceaux. La tourelle n'est pas arrachée, elle s'effondre simplement à l'intérieur de la coque qui gonfle comme un tonneau et éclate aux coutures. Une colonne de feu et de fumée noire monte à la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Détonation des munitions. Sur les ondes des tankistes allemands, c'est l'hystérie. « Achtung! Schwarzer Tod !» crie quelqu'un. « Ce ne sont pas des chars, c'est du gros calibre! Repli !» L'attaque s'enlise. La formation se brise. Les tigres et les panthères, ayant perdu leur leader, commencent à riposter désordonnément et à reculer sous la couverture de leur ligne d'infanterie. Dans la casemate du SU-152, règne un brouillard épais et âcre de gaz de poudre. Le ventilateur ne suffit pas. Les hommes toussent, crachant une salive noire. Les yeux pleurent. « Aérez !» commande Sankovski. « Ouvrez les trappes !» Les lourds battants s'ouvrent. L'air frais s'engouffre à l'intérieur, mêlé à l'odeur de brûlé et de poussière. Le major passe la tête par la trappe. Il voit le champ parsemé de machines allemandes en feu. Il voit l'infanterie ennemie se coucher et commencer à ramper en arrière. « Ils ont pris cher, les salauds !» dit le chargeur, en essuyant le sang de son visage avec un chiffon sale. « Elle vous plaît, notre science ? Arrêtez de parler !» coupe Sankovski. Mais dans sa voix, pour la première fois depuis ces jours, on entend non seulement du métal, mais aussi une sombre satisfaction. Ce n'est que le début. Économisez les obus. On ne frappe qu'à coup sûr. Il recharge. Les mains et les dos font mal. Il y a du coton dans les oreilles. Mais la peur n'est plus là. Ils ont compris l'essentiel. Le tigre est juste un tas de ferraille. Et ce tas, on peut le casser. Ils ont entre les mains l'outil le plus terrible de cette guerre. Un ouvre-boîte de calibre 152. Et la chasse ne fait que commencer. Le combat dure déjà 4 heures. Pour l'équipage du SU-152, le temps a perdu sa linéarité et s'est transformé en une substance visqueuse et brûlante. Si dehors, dans la steppe près de Ponyri, il fait une chaleur de 30 degrés, à l'intérieur de la boîte en acier de l'automoteur, c'est un véritable enfer. La température a dépassé les 50. Le blindage, chauffé par le soleil de juillet à l'extérieur et par le travail du moteur et du canon à l'intérieur, brûle au toucher même à travers la combinaison.
Il n'y a pratiquement pas de ventilation dans la machine. Le ventilateur de série est une moquerie des constructeurs envers la physiologie. Il ne fait que brasser l'air chaud en rond. Après le 10e tir, la casemate se transforme en chambre à gaz. Les gaz de poudre de la charge brûlée s'accumulent sous le plafond, lourds, huileux, au goût douceâtre. Ils pénètrent partout. Pas de respirateur. Les hommes respirent à travers des chiffons mouillés qui sèchent en quelques minutes. Le monoxyde de carbone est un tueur silencieux. D'abord, la nuque commence à se fendre. Ensuite, des cercles colorés flottent devant les yeux. Puis vient l'apathie. Tu t'en fiches d'être vivant ou mort. Tu veux juste fermer les yeux et dormir. Ne pas dormir! Le cri du major Sankowski perce le coton dans les oreilles. Il voit le tireur commencer à piquer du nez, perdant la cible. Le major le frappe du poing à l'épaule. « Réveille-toi, bon sang! Si tu dors, on brûle !» Le tireur secoue la tête. Son visage est gris, avec un reflet vert. Ses yeux pleurent tellement qu'il voit à peine l'échelle du viseur. Il prend une profonde inspiration, tousse, crache un mucus noir par terre et se colle de nouveau à l'oculaire. Je vois la cible, distance 800. Le travail le plus terrible est celui des chargeurs. Ils sont 2, mais ils sont déjà à la limite des capacités humaines. Remuer des obus de 48 kg dans un sauna où l'on ne peut pas respirer est une charge incompatible avec la vie. Le cœur bat à 200 coups par minute, essayant de pomper un sang épaissi par la déshydratation. Le soldat disciplinaire prend un nouvel obus. Les mains glissent de sueur et d'huile. L'obus semble peser 1 tonne. Les muscles du dos sont tétanisés par la crampe. « Vas-y, mon grand, vas-y !» râle-t-il, en levant le bloc au niveau de la poitrine. À ce moment, une réponse arrive sur le blindage du tueur de fauves. Un char allemand, caché dans les plis du terrain, tire un obus perforant. L'obus frappe le biseau de la casemate. Le son de l'impact à l'intérieur de la machine ne ressemble à rien. Ce n'est pas un tintement. C'est comme si on vous mettait à l'intérieur d'une cloche d'église géante et qu'on frappait dessus avec une masse de toutes ses forces. L'onde sonore frappe le cerveau plus fort qu'un coup physique. Du sang gicle des oreilles, du nez. La poussière séculaire qui reposait dans les fentes, s'envole en colonne, rendant instantanément la visibilité nulle. Le blindage a tenu. 75 mm d'acier incliné ont fait ressort, envoyant le bloc allemand en ricochet. Mais le choc cinétique a été d'une telle force qu'à l'intérieur de la casemate, de la calamine s'est détachée. De petites écailles de métal, tranchantes comme des rasoirs, ont giclé au visage de l'équipage. « Rapport !» hurle Sankowski. Il n'entend pas sa propre voix. Il sent la vibration des cordes vocales. « Vivant !» siffle le mécanicien. « Train de roulement normal !»« Chargez !» commande le major. Pendant qu'il recharge, le chargeur survivant du blocus que le choc a jeté sur le râtelier se relève. Il titube comme un ivrogne. De son sourcil ouvert coule du sang, inondant son œil. Il l'essuie avec sa manche, étalant la crasse. Il saisit l'obus. Ce n'est pas le moment pour la douleur. Maintenant, seul l'instinct fonctionne. Soit nous les avons, soit ils nous ont. Obus dans le canon, douille, culasse. Prêt! Le tireur, à travers les larmes et la poussière, attrape la silhouette du 4 allemand qui a osé riposter. Les mains tremblent, les volants tournent difficilement, la graisse a épaissi avec la poussière. Tiens, prends ça. Tire. Nouveau coup sur les tympans. Nouvelle dose de monoxyde de carbone remplissant les poumons. La douille vole avec fracas sur le sol, fumant comme un tison. La puanteur de vernis brûlé et de cordite devient insupportable. Dans le périscope, on voit le char allemand s'enflammer. L'impact de 152 mm
même tangentielle, lui arrache les écrans latéraux, brise la chenille et met le feu au compartiment moteur. « Les trappes !» râle Sankovski. « Ouvrir les trappes, sinon on crève !» Le chargeur pousse de ses dernières forces le lourd battant de la trappe. Elle cède avec difficulté. L'air brûlant de l'extérieur s'engouffre dans la fente. Il semble frais et pur, comme de l'eau de source, comparé au cocktail toxique qu'il respirait depuis une demi-heure. Mais avec l'air s'engouffre le bruit du combat. Hurlement des obus de mortier, crépitement des mitrailleuses, rugissement des moteurs. « Mitrailleurs !» crie le commandant. L'infanterie allemande, se couvrant du blindage de ses chars, s'est approchée. Les balles commencent à claquer sur la trappe ouverte. « Fermez !» La trappe retombe avec un lourd fracas. De nouveau l'obscurité, de nouveau la touffeur, de nouveau la chambre à gaz. C'est un duel dans un four en acier. Ils sont enfermés dans leurs propres armes. L'eau dans les gourdes a chauffé jusqu'à l'état de thé, mais pas le temps de la boire. Une gorgée d'eau tiède au goût de métal ne fait que renforcer la soif. La langue colle au palais. Les lèvres sont gercées et saignent. « Encore un! À droite, 30 !» commande le major. Le mécanicien conducteur travaille les leviers par automatisme. Il ne sent plus ses jambes. La chaleur de la transmission, qui se trouve juste à côté de lui, est telle que les semelles des bottes commencent à fondre. « Tiens bon, Sergueï !» se chuchote-t-il à lui-même. « Tiens bon, on vivra jusqu'au soir. Et là, tombe dans la neige si tu veux. » L'automoteur fait un bond, tournant son front vers la nouvelle menace. Le tueur de fauves est une machine peu maniable, sans tourelle. Pour pointer le canon à l'horizontale, il faut tourner toute la coque. 45 tonnes de fer. Ce sont des secondes précieuses où le flanc est exposé au coup. « Plus vite !» presse Sankovski. Le tireur attrape la cible. Une nouvelle panthère. Elle est rapide, prédatrice. Elle les voit déjà. Sa tourelle tourne. Qui sera le plus rapide? C'est une course de réflexe. Le tireur allemand est dans des conditions confortables, avec ventilation, avec une excellente optique. Le tireur soviétique est dans un état semi-inconscient, dans la fumée, les yeux inondés de sueur. Mais le tireur soviétique a la rage. Et il a un calibre qui pardonne les erreurs de visée, mais ne pardonne pas les impacts. Tire! Le fracas de l'obusier couvre tout. La panthère n'a pas le temps. L'obus explosif la frappe sous la tourelle, faisant exploser les munitions. La tourelle du félin allemand vole sur le côté comme un chapeau par vent fort. À l'intérieur du Su-152, les hommes s'affaissent sur le sol. Pause. Une seconde de répit. « De l'eau !» râle le chargeur. Sankovski lui tend la gourde. Les mains du commandant tremblent. Il regarde ses hommes. Ce ne sont plus des hommes. Ce sont des ombres. Des visages noirs de suie, sur lesquels ne blanchissent que le blanc des yeux et les dents. Les vareuses ont blanchi du sel qui est sorti. Mais la machine est vivante, et ils sont vivants. « On va encore se battre », dit le major en reprenant la gourde. « Il en reste au fond. Chargez ! Le combat n'est pas fini. » Le soleil est toujours suspendu au-dessus de la steppe, chauffant le blindage. Les vagues allemandes déferlent l'une après l'autre. Et ce cercueil d'acier, avec un obusier, est le seul brise-lames sur lequel se brise la marée germanique. Ici, dans cette obscurité étouffante et puante, se forge la victoire. Non pas avec des slogans, mais avec des mains écorchées jusqu'au sang et une volonté plus dure que n'importe quel métal. Vers le soir du 5 juillet, le caractère du combat change. Le soleil, ayant commencé sa descente vers l'horizon, éclaire le champ qui ressemble plus à une décharge de ferraille qu'à un lieu de bataille. L'élan offensif allemand, ce mécanisme d'horlogerie impeccable de la Wehrmacht, commence à avoir des ratés.
Les engrenages se sont grippés. Et ils ne se sont pas grippés à cause du sable, mais à cause de lourds éclats de blindage Krupp éparpillés dans toute la steppe. L'équipage du major Sankovski sent cette rupture. Cela ne se voit pas dans les périscopes, cela se sent avec la peau. La densité du feu diminue. Le rugissement des moteurs allemands devient incertain, haché. Les tigres, qui le matin encore allaient à l'attaque avec l'arrogance des maîtres du monde, rampent maintenant prudemment, se collant au sol, se cachant derrière des écrans de fumée. Ils ont compris. Dans les buissons, la mort est assise. Et cette mort ne joue pas selon les règles des duels de chars. Elle n'a pas besoin de viser les zones vulnérables. Il lui suffit simplement de toucher. On change de tactique. La voix de Sankovski dans les casques sonne rauque, comme le grincement de charnières rouillées. Assez de rester en défense. Nous ne sommes pas des cibles. Nous sommes des chasseurs. L'installation automotrice SU-152 n'est pas une machine pour le combat manœuvrier. Elle n'a pas de tourelle rotative. Elle est lourde. La vue depuis la casemate est abominable. Mais elle a un avantage qui compense tous les défauts. La peur qu'elle inspire. Sankovski ordonne au conducteur de sortir la machine du caponnier. Ils partent dans un ravin profond, utilisant les plis du terrain. Le moteur tourne à bas régime pour ne pas démasquer la position par le rugissement et la fumée. Maintenant, ils n'attendent pas le coup. Ils cherchent le flanc. Ce n'est plus un combat à mort, c'est une chasse. Le travail froid et calculateur d'abatteur. Les tankistes allemands ont peur de sortir en tir direct. Les interceptions radio sont pleines de panique. « Attention, secteur 4 ! Il y a ces monstres russes !» Les Allemands les appellent différemment. Mais le plus souvent sur les ondes résonne un mot dans lequel on entend une terreur animale. Dosenöffner, l'ouvre-boîte. Et c'est la définition la plus précise. L'obusier ML-20 ne perce pas les chars, il les ouvre. L'équipage du tueur de fauves prend position à la sortie du vallon. Moteur coupé, silence. Seulement le bourdonnement dans les oreilles commotionnées et le craquement du métal qui refroidit. Le tireur, essuyant ses yeux enflammés, regarde dans le panorama. « Ils arrivent », chuchote-t-il. Un groupe de 3 chars allemands PZ-4 tente de contourner les positions soviétiques par le flanc. Ils avancent de flanc par rapport à l'embuscade. Ils ne voient pas la casemate basse et trapue de l'automoteur, cachée dans l'ombre des arbres. « Distance 500 », commande Sankovski. « Explosif, sur celui de tête ». Le chargeur disciplinaire a déjà enfoncé l'obus dans la culasse. Ses mouvements sont devenus économes. La fatigue n'a pas disparu, mais elle s'est transformée en bruit de fond, en état habituel, comme la gravité. Le tir, cette fois, semble plus silencieux. Peut-être parce que l'ouïe a définitivement baissé. Le lourd obus percute le flanc du 4 allemand de tête. L'effet de l'impact est monstrueux. Le fin blindage latéral, 30 mm, cesse simplement d'exister. L'obus explose à l'intérieur du compartiment de combat. L'onde de choc expulse la tourelle, les plaques du toit, les trappes. Le char s'effondre comme un château de cartes sur lequel on a laissé tomber une brique. Les 2 autres chars allemands tombent en stupeur. Ils freinent brusquement. Les tourelles commencent à tourner fiévreusement, cherchant la source de la mort. Mais le tueur de fauves ne leur laisse aucune chance. « Au 2e, sous la tourelle !» hurle le major. Pendant que les Allemands essaient de comprendre d'où est venu le coup, les chargeurs font l'impossible. La cadence de tir monte à 3 coups par minute. C'est au-delà des instructions. C'est sur les nerfs. Le 2e obus touche la chenille du char moyen. L'explosion déchire les maillons. Les galets volent dans le champ comme des palais. Le char est retourné par l'inertie, exposant sa poupe.
Le troisième tir met le point final. Impact dans le compartiment moteur. Détonation des réservoirs de carburant. Un champignon de feu monte vers le ciel. C'est une rupture psychologique. Les équipages allemands voient ce qui arrive à leurs camarades. Ils voient les tourelles arrachées, gisant dans l'herbe comme des champignons. Cette vue agit sur le psychisme plus fort que n'importe quelle propagande. Le tankiste de la Wehrmacht est prêt à brûler au combat. Mais il n'est pas prêt à être transformé en viande hachée par une force inconnue contre laquelle tout blindage est inutile. Le Tigre, symbole de puissance et de supériorité technique, s'est transformé en boîte de conserve. Et le tueur de fauves russe tient la clé de cette boîte. Au crépuscule, la tactique change définitivement. Les Su-152 commencent à travailler par paires. L'un distrait, l'autre frappe. Ils sortent à des distances de tir à bout portant, profitant du fait que les Allemands sont aveuglés par la fumée et la peur. Sankovski voit dans le viseur la panthère reculer, n'osant pas sortir sur l'espace balayé. C'est une victoire. Pas tactique, mais morale. La bête est traquée. La bête est effrayée. « Ils ont peur de nous », dit le chargeur, avalant avidement l'eau tiède. « Vous entendez, les gars? Ils ont peur. »« Qu'ils aient peur, » répond le major en allumant une cigarette. Ses mains sont noires, tremblantes, mais le regard est clair. La peur est la seule chose qu'ils emporteront d'ici, ceux qui survivront. Les munitions s'épuisent. Il reste 3 obus, 3 morts en réserve. Économisez chaque obus, ordonne Sankovski. Tirez seulement à bout portant, seulement à coup sûr. Maintenant, il dicte les règles du jeu. L'offensive allemande, qui devait être un triomphe de la volonté, s'est brisée sur la physique russe, brute et lourde. Les ingénieurs à Tcheliabinsk, mourant aux machines, le constructeur Kotin risquant sa tête, tous sont présents ici de manière invisible, dans cette casemate enfumée. Leur travail, leurs nuits blanches, se sont transformés en énergie cinétique qui brise l'échine de la Panzerwaffe. La nuit tombe, mais le combat ne s'apaise pas. Des centaines de machines brûlent, éclairant la steppe d'une lumière sinistre et pourpre. Dans cette lumière, la silhouette du Su-152 ressemble à un monument. Sale, encrassé, avec des éclats sur le blindage, mais invaincu. L'équipage ne se sent plus comme des condamnés à mort. Ils se sentent comme des bourreaux exécutant le verdict de l'histoire. Les tigres ne sont plus les rois du champ de bataille. Le roi est mort. Vive le calibre 152 mm. Une nuit difficile est à venir. Mais le plus terrible est déjà derrière. Le mythe de l'invincibilité de la technique allemande est dissipé. Et il est dissipé non par la magie, mais par des arguments de 48 kilos qu'un équipage russe fatigué, sourd et méchant enfonce méthodiquement, coup après coup, dans le blindage allemand. La chasse continue. Au matin du 12 juillet, le fracas sur l'arc de Koursk commence à s'apaiser. Ce n'est pas un silence soudain, mais une lente extinction, semblable à l'arrêt du cœur d'un organisme géant. La bataille, qui a broyé l'acier et les hommes pendant 1 semaine, s'est essoufflée. L'opération allemande, Citadelle, conçue comme une frappe éclair, s'est noyée dans son propre sang et son huile. Le champ de bataille près de Prokhorovka et Poniry, dans la brume de l'aube, rappelle le paysage d'une autre planète. Il n'y a plus de géographie ici, plus de collines ni de ravins. Il n'y a que des cratères, de la terre noire labourée par les chenilles et du métal. Beaucoup de métal. C'est le cimetière des ambitions allemandes. Partout, aussi loin que porte le regard, se dressent des carcasses noires et brûlées. Les tigres et les panthères, qui semblaient il y a 1 semaine être le couronnement de la création, ont maintenant l'air pitoyable.
La plupart d'entre eux sont décapités. Leurs tourelles gisent à 10-20 mètres des coques. C'est la signature du calibre 152. C'est la carte de visite du tueur de fauves. Dans la lisière de forêt où se tenait l'embuscade du major Sankovski, c'est calme. Le moteur de l'automoteur est coupé pour la première fois en 3 jours. Le métal qui refroidit craque, comme si la machine essayait de reprendre son souffle après un marathon. La peinture sur le canon de l'obusier a complètement brûlé, exposant l'acier bleui et recuit. Le frein de bouche est noirci de suie. Les trappes s'ouvrent lourdement en grassant. Des entrailles de la machine rampent les hommes. Ils ne ressemblent pas aux vainqueurs des affiches. Ils ressemblent à des mineurs remontés d'une galerie effondrée. Les visages sont noirs de suie incrustée, sur lesquels ne ressortent en taches blanches que les yeux et les dents. Les combinaisons sont imprégnées de sueur, de gazole et de suie de poudre au point de tenir debout toute seule. Le major Sankovski descend à terre. Ses jambes ne le tiennent plus. Il s'assoit directement sur l'herbe, le dos contre la chenille. Ses mains tremblent d'un tremblement fin et désagréable, impossible à calmer. Il sort une cigarette, mais l'allumette se casse dans ses doigts. La deuxième, la troisième. Le chargeur, titubant, lui tend un briquet. Il se taise. Parler ne sert à rien. Il n'entend de rien de toute façon. Le barotraumatisme est la maladie professionnelle des équipages de SU-152. Dans les oreilles règne un bourdonnement continu et monotone, couvrant tous les sons du monde. Ils voient les lèvres bouger, mais n'entendent que ce bourdonnement. Louis reviendra dans 1 semaine. Peut-être. Mais le bourdonnement restera pour toujours. Le chargeur survivant du blocus regarde ses mains. La peau des paumes est arrachée jusqu'à la chair par les douilles et les mécanismes. Il ne sent pas la douleur. L'adrénaline qui les tenait en forme tous ces jours est partie, laissant derrière elle le vide et une fatigue de plomb. Il s'allonge simplement sur le sol, écartant les bras, et regarde le ciel. Le ciel est gris, couvert de fumée, mais il n'en tombe plus de bombes. Le mécanicien conducteur fait le tour de la machine. Il caresse le blindage comme un être vivant. Sur la plaque frontale, 3 enfoncements profonds dus aux blocs allemands. Comme si quelqu'un avait enfoncé un doigt dans de la pâte à modeler. Le blindage a tenu. L'acier de l'Oural, soudé dans les ateliers froids de Tcheliabinsk par des adolescents affamés, s'est avéré plus solide que l'acier Krupp. « Tu as tenu, ma belle », chuchote-t-il, bien qu'il ne s'entende pas lui-même. « Tu nous as sortis de là. » Ils regardent le champ devant eux. C'est un tableau d'apocalypse. Des dizaines de machines allemandes détruites. Ce n'est pas simplement une victoire au combat, c'est l'effondrement d'un mythe. Le mythe de l'invincibilité de la ménagerie allemande est mort ici, dans cette steppe. Les Allemands ont misé sur la perfection technique, sur l'optique complexe, sur le blindage épais, sur le confort des équipages. Ils ont construit une horloge à coucou idéale. Les Russes ont répondu par la force brute. Ils ont construit une masse. Le constructeur Joseph Kotin, les ingénieurs, les ouvriers. Ils ont résolu l'équation avec la mort en 25 jours. Ils ont fait entrer un calibre naval dans une casemate étroite, sacrifiant tout. Le confort, la visibilité, la ventilation. Mais ils ont donné aux soldats un argument qu'on ne peut ignorer. Lorsque la commission de l'état-major du front arrive sur le champ de bataille, les généraux n'arrivent pas à en croire leurs yeux pendant un long moment. Ils s'approchent de la carcasse d'un tigre, dont la tourelle est arrachée et le flanc déchiré à la couture comme un tissu pourri. « Avec quoi l'a-t-on eu » demande le général, en touchant le bord déchiqueté du blindage. « 152 » répond d'une voix rauque, Sankovski,
qui s'est approché. Il crie encore, parce qu'il ne s'entend pas lui-même. Explosif. Le général regarde l'automoteur qui se tient dans les buissons. Sale, anguleux, ressemblant à un énorme cercueil d'acier. Puis il reporte son regard sur les ruines allemandes. Des bêtes, hoche-t-il la tête. De vraies bêtes. Tueurs de fauves, le corrige le major. On ne les dresse pas, on les tue. À partir de ce jour, la machine a un nom. Pas un index, mais un nom propre, qui entrera dans l'histoire. Tueur de fauves. Ce surnom deviendra pour les tankistes allemands synonyme de condamnation. La peur des automoteurs russes changera la tactique de la Panzerwaffe. Ils ne se sentiront plus jamais en sécurité. Ni dans les Tigres, ni dans les Panthères, ni dans les futurs Tigres royaux. Parce qu'ils savent, quelque part dans les buissons, peut attendre une casemate camouflée avec la pupille sombre d'un canon de 150 mm qui se moque de l'épaisseur de leur blindage. L'équipage sort les gourdes. L'alcool est tiède, désagréable, mais il brûle la gorge, ramenant la sensation de vie. Ils sont vivants. C'est le miracle principal. Statistiquement, la vie d'un soldat d'automoteur dans un tel combat se compte en minutes. Ils ont vécu une éternité. Ils se regardent. Dans leurs yeux, pas de joie. Il y a la lourde sagesse de gens qui ont regardé dans la fournaise de l'enfer et y ont craché. Ils sont devenus autres. La guerre a brûlé en eux tout le superflu, ne laissant qu'une ossature de devoir et de haine. Devant, encore 2 années de guerre. Devant, le Dniepr, la Pologne, Königsberg, Berlin. Ces machines devront briser les bunkers en béton de la ligne Mannerheim et réduire en poussière les quartiers urbains des villes allemandes. Mais l'échine de la machine de guerre nazie a été brisée précisément ici. Pas par l'aviation, pas par les Alliés, mais par ce coin brutal et lourd que les ingénieurs et tankistes soviétiques ont enfoncé dans le blindage allemand. Le major Sankovski finit de fumer. Il jette le mégot dans la poussière et l'écrase de sa botte. « Démarre !» commande-t-il. « Il y a encore beaucoup de travail. » Le moteur tousse, rejetant un nuage de fumée noire, et commence à bourdonner régulièrement. La terre tressaille de nouveau, mais maintenant ce n'est pas un tremblement de peur, mais de soumission devant la force. L'automoteur fait demi-tour, faisant cliqueter ses chenilles, et rampe lentement vers l'ouest. Sur la trace de l'ennemi en retraite, le soleil se lève sur le champ de bataille, éclairant le métal tordu. Mais ce métal ne fait plus peur, c'est juste de la ferraille. L'histoire est réécrite par le calibre 152 mm. Et le point final de ce chapitre est gras, lourd et définitif.